Le pivot des banques centrales, le nombre de baisses de taux de la Fed et de la BCE cette année 2024, l'obsession irrationnelle de la haute finance et la pierre d'angle de la tendance à venir à court, moyen et long terme des indices boursiers et du marché obligataire, chers amis, point complet. Chers amis, j'ouvre une petite parenthèse, j'ouvre une bulle vidéo simplement pour vous dire que cette vidéo a été enregistrée juste avant les événements dans la nuit de samedi à dimanche, qui ont lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors cette vidéo vous propose tout de même un point complet sur les derniers éléments de banque centrale, d'inflation, de la finance traditionnelle, avec un point aussi sur le risque correctif qui était déjà en cours, présent sur l'indice S&P 500, la réflexion générale autour des taux d'intérêt, et puis donc nous intégrerons en fonction ce lundi, ce mardi, des premières réactions de marché, alors qu'ont déjà été constatées, notamment sur le marché crypto, qui lui est ouvert durant le week-end. J'intégrerai dès le point Fast and Forex, l'impact de ces nouveaux éléments déstabilisants au Proche-Orient, sachant que l'actualité est encore devant nous. Ce lundi, profitez malgré tout de cette émission Top Gun, qui est quand même dans le cœur du sujet du moment, à côté du fait géopolitique, qui est naturellement les perspectives de politique monétaire de nos banques centrales. Bonne vidéo à tous, et à mercredi pour le prochain Fast and Forex. Merci à tous. Alors bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun, je suis ravi de vous retrouver après une semaine qui a vu des hauts, des bas, avec ce chiffre de l'inflation CPI US qui fait débat. Peut-on vraiment faire confiance à ce CPI dont les composantes sont clairement en décalage des données constatées en temps réel? Et que penser de la forte divergence entre le CPI? D'ailleurs, la Fed se fout du CPI, puisque je vous rappelle que la Réserve fédérale des États-Unis regarde l'inflation PCE et que l'inflation PCE désinflationne tranquillement mais sûrement. Je vous rappelle que la Fed envisage une première baisse de taux dès lors que le PCE corps, car au fond, vous savez, il y a plein de façons de... Moi, régulièrement dans mes vidéos, je décortique l'inflation. Je vous montre mes indicateurs avancés, Trueflation, Nocasti, mais l'inflation qui vient des PMI, les composantes et tout. J'essaye un peu de m'arracher les cheveux pour vous éclairer sur cette inflation. Mais au final, ça sert à rien. Est-ce que le CPI a un problème de méthodologie? Qu'est-ce que c'est que cette inflation immobilière dans le CPI qui est encore à 5,7 alors que vous vous baladez sur les données, là à un instant T, des contrats de location qui sont actuellement proposés sur les sites immobiliers, il n'y a plus d'inflation. Pourquoi c'est encore assise dans le CPI? Parce que le CPI, c'est n'importe quoi. Il remonte des données du passé. Alors cette inflation des services, 20% de hausse du prix des assurances automobiles, oui, ça c'est dans le CPI. Mais dans le PCE, c'est 0%. Qu'est-ce que c'est que ce décalage? Pourquoi les données qui remontent vers le CPI et qui remontent vers le PCE sont différentes? Heureusement, la Fed a choisi le PCE. Et les prix à la production, eux, toujours tout en bas. Le fameux PPI. Donc, alors, overall, les taux d'intérêt ont rebondi la semaine dernière. Ça a mis sous pression les actifs risqués. Moi, j'estime, vous savez, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le 10 ans américain remontera à 5%, voire ira au-delà. Puis, il y a ceux qui pensent que le 10 ans américain ne fait que retracer sa baisse qui a eu lieu entre septembre 2023 et décembre dernier. Il la retrace, il pourrait aller chercher 4,75, 4,80 grand max avant de dropper à nouveau. Moi, j'ai plutôt choisi cette école de pensée. Voilà, donc on va faire tout ça. Bien sûr, la BCE va pivoter avant la Fed, hein, c'est certain. La BCE a ouvert la voie à une baisse de taux en juin. D'ailleurs, les taux européens ne remontent pas comme les taux US, hein, clairement. Donc, quid de l'analyse technique du S&P 500? Y a-t-il un risque de correction? Cette fameuse correction que tout le monde attend depuis le début de l'année. Et tout de suite, en perspective, le sell in May and go away qui arrive. C'est vrai que statistiquement, lorsqu'on fait comme ça un énorme bull run entre janvier et fin avril, en mai, c'est la cata. Ça, c'est statistique. Bon,
mais ça peut être simplement des prises de profit. Pour moi, je lirais ça comme une vague 4. Alors, on va reprendre le décompte du S&P 500, des indices US, des indices européens. Je vous reparle des indices chinois, je vous reparle du Nikkei. My dear fellow, le pivot de la Fed, l'obsession irrationnelle. J'aurais pu titrer sur le S&P 500, j'aurais pu titrer sur plein de choses. Mais j'ai choisi ça. Voilà le plan. Donc, première partie, 2 ou 3 baisses de taux par la Fed, l'alpha et l'oméga de l'année 2024 en bourse sur fond de défi des inflationnistes. C'est une série quotidienne. Et oui, mes amis, moi, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas Prime Video. J'ai la Fed, j'ai la bourse, j'ai l'inflation, j'ai la récession, j'ai l'analyse, j'ai l'indice boursier. C'est la série chaque semaine. D'ailleurs, cette émission Top Gun, c'est comme une série, voilà. Et donc, il y a ces temps forts, ces temps faibles, ces grosses news, ces petites news. Bon, voilà. D'ailleurs, si cette série vous plaît et que vous préférez regarder cette vidéo que la toute dernière série sortie sur la Troisième Guerre mondiale sur Netflix, bon, un petit like, c'est super cool. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Donc ensuite. Le marché action américain est-il hors de prix? Donc là, vous savez, il y a comment dire, la saison des résultats trimestriels. Oui, car, alors, bien sûr qu'il y a la désinflation. N'oubliez pas une chose aussi. Si le S&P 500 est là où il est, si les méga caps, parce qu'au fond, si le S&P 500 est là où il est, c'est parce qu'il y a 8 méga caps qui ont bourré. Et encore, sur les 8, pas toutes. Bon, elle se passe le témoin. Mais vous retirez les 8 méga caps au S&P 500, il n'y a pas du tout le mouvement de hausse entre 4008 et 5003 qu'on a eu. Donc, est-ce que le marché action US est hors de prix? Je vais tout reprendre en décortiquant en fonction de la taille des capitalisations. Les indices européens, je vais aussi vous comparer la valorisation des indices européens, chinois et américains. Et vous allez voir que les indices chinois, rappelez-vous, je vous ai donné un call sur les indices chinois il y a 1 mois et demi, ça marche plutôt bien, et moi je confirme. Ça reste vraiment une opportunité. C'est moins cher sur le plan fondamental, complètement intéressant encore sur le plan technique, surtout la tech chinoise, la tech asiatique. Les valeurs de la tech en Asie sont carrément sous-valorisées par rapport aux valeurs de la tech US. Donc là, voilà, il y a des choses, il faut y aller, il faut faire des rotations. Indice boursier européen, indice technique, c'est parti, allez. Donc, first part. Le pivot de la Fed serait reporté au mois de septembre 2024. La BCE est attendue en juin, effectivement. Alors, bon, je vous ai remis ici, vous avez, les informations viennent de Bloomberg, l'évolution depuis le début de l'année du nombre de baisses de taux attendues par le marché. C'est vrai qu'en début d'année, on s'emballait pas mal. Le marché attendait 6 à 7 baisses de taux de la Fed. Désormais, le marché n'en anticipe plus que 1 à 2 grands max à cause de ce CPI qui fait débat. Notez que les membres de la Fed, eux, disent 3. Bon, c'est ce dont nous allons parler. Alors, depuis le mois d'octobre 2023, les grandes tendances boursières se sont forgées sur une unique thématique. Le très attendu et tonitruant pivot des banques centrales. Bon, lorsque je parle depuis, voilà, ici vous avez le S&P 500, je parle, donc vous l'avez ici en mensuel, ici en hebdomadaire et ici en données journalières. Bon, alors va-t-il, voilà, et donc je parle de ce mouvement entre octobre 2023 et avril 2024. Moi, je pense que là, d'ailleurs, on est en train de démarrer une vague 4, donc qui aura une forme différente de la vague 2. Bon, peut-être que ce sera cette structure en épaule, tête-épaule qui va donner son point de départ. Ça, j'y viens dans la partie technique. Donc, tout ce mouvement-là a été porté par ces anticipations de pivot des banques centrales et suivi de l'engagement d'une véritable tendance baissière des taux d'intérêt des banques centrales et des taux du marché. Alors qu'en Europe, l'inflation a été vaincue du fait du ralentissement économique aux États-Unis, aux États-Unis, la désinflation est beaucoup plus lente. Alors là, il y a, si vous voulez, un vrai sujet. Cette soi-disant et réelle résilience de l'inflation. Écoutez, le CPI fait débat. Tout le monde est d'accord. Le CPI est en surchauffe. L'indice des prix à la consommation selon le CPI, l'IPC en français. Il est en surchauffe. Et encore, il est en surchauffe, mais il y a un problème de méthodologie qui a été mis à jour, et surtout, on ne comprend pas pourquoi certaines composantes du CPI remontent des données qui ne correspondent pas à la réalité. Mais au final, qu'on soit d'accord avec ce débat ou pas, on peut même le dégager, ce débat. Parce que la Fed regarde le PCE. Je vais vous remontrer tout ça, parce qu'il faut vraiment clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Voilà, le CPI, ok, donc j'enlève déjà la version, on va regarder que la version sous-jacente. Elle est à 3,8.
Alors ça baisse plus, la partie immobilière ne baisse plus, elle reste à 5,7, la partie service a fait même un micro-rebond à 5,4, voilà ce qui a stressé tout son monde. Le problème c'est quoi? C'est que l'inflation en temps réel, elle continue de s'effondrer. Alors, dans l'indice CPI officiel, qui je vous rappelle n'est pas l'indice que suit la Fed, mais on va quand même jouer le jeu. Non, parce que si vous voulez que je vous remontre l'indice d'inflation que suit la Fed, c'est le PCE, et en particulier le core PCE, lui, il poursuit sa tendance baissière, il est à 2,8 et pas à 3,8, et la Fed a dit qu'à partir de 2,6, elle envisageait une baisse de taux. Elle n'a pas dit qu'elle attendrait 2, elle a dit qu'à partir de 2,6, et si elle pense que de 2,6 à 2, on ira, elle a dit qu'elle commencerait à baisser ses taux. Donc, retenez ça. Maintenant, le CPI fait débat. Fait débat, pourquoi? Parce que l'inflation immobilière, logement, est à 5,7. Or, nous savons que lorsque l'on regarde l'inflation immobilière réelle, remontée par les sites d'annonces immobilières, que les nouveaux contrats de location ont une inflation qui est revenue au monde d'avant. Et là, vous avez en jaune et en bleu l'inflation des loyers immobiliers dans les indices officiels et la réalité. Regardez combien de temps il faut pour que la réalité vienne faire de la hausse dans l'indice officiel. Et donc là, combien de temps va falloir pour que la réalité vienne faire de la baisse? C'est pourquoi nous savons que ce 5,7, il ne durera pas et qu'il ira bientôt à 3 ou 4. Mais combien de temps ça va prendre? Le problème, c'est que ça va prendre 9 à 12 mois. Et donc, la Fed en plus, ne le regarde pas. Mais le marché se focalise sur un indice d'inflation, le CPI, qui en plus la Fed ne regarde pas, et qui en plus est en retard sur la réalité. C'est pas sérieux. Bon, et pourtant, les taux d'intérêt du marché ont rebondi. Les taux d'intérêt du marché ont vraiment rebondi la semaine dernière, et sont toujours dans cette phase de retracement de cette baisse entre septembre 2023 et décembre 2023. Alors il y a deux écoles, ceux qui pensent qu'on va revenir à 5, voire même au-delà, et ceux qui pensent qu'on va s'arrêter par ici, dans cet intervalle entre 61,8 et 78,6 de retracement, entre 4,55 et 4,75, on va s'arrêter par là et repartir à la baisse. Moi, je fais partie de cette école. Je pense que là, c'est la zone où ça finira par se renverser à la baisse. Bon, ça, ce sera maintenant ensuite au marché de décider. Donc oui, alors il y a bien sûr aussi d'autres composantes. Déjà, il y a une composante qui ne ment pas, c'est le prix des nouveaux véhicules. Les voitures, c'est la chute libre, c'est à 0 maintenant. Donc ça, c'est même à moins 0,1. Donc ça, fin de l'histoire, c'est plié. Maintenant, vous avez les services. Alors les services, il y a eu un rebond à 5,7. En grande partie à cause du prix des assurances automobiles. Mais lorsque vous regardez l'inflation des services et la composante assurance automobile dans le PCE, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus bas. Alors, on se dit, mais pourquoi? Parce que le département du commerce qui édite le PCE utilise des sources différentes. Alors, du coup, où est la vérité? La vérité, moi je dis, elle est du côté de l'indice d'inflation que suit la Fed, le PCE. Donc, ok, le CPI, il y a quand même une surchauffe. Je ne vais pas nier l'existence d'une surchauffe inflationniste. Mais au final, la Fed, elle regarde le PCE et le PPI, lui, n'a pas surchauffé en mars. Et ce que l'on sait, c'est que dans le PCE, il y a une partie des composantes du PPI qui sont les prix à la production. Voilà. En tout cas, voilà. Ce qui sera important, c'est le PCE du mois de mars, qui sera publié dans 2 semaines. Donc ça, ce sera vraiment important pour la suite de la tendance. Bon, voilà. Alors, il faut effectivement maintenant, la Fed n'est pas du tout attendue sur une baisse de taux le 12 juin. La probabilité qui était encore en début de semaine dernière de 60% est tombée à 22%. Mais voilà, je vous remonte l'inflation en temps réel. Elle fait un nouveau plus bas. Et lorsque vous regardez les composantes des services, c'est toujours la chute libre. Je peux même regarder la composante des loyers. Elle est à... La composante des loyers, pardon, elle est à 2,17. Elle est à 2,17. Or, dans le CPI, on est à 5. 6, pardon, même. Donc, il y a bien un souci. Et là, les 2,17, c'est du temps réel. C'est le contrat de location là que vous avez. Si maintenant, vous allez louer un appart aux States, en moyenne, son taux d'inflation sur une année, c'est 2,17. C'est pas les 5,7 que remonte le CPI. Voilà, c'est tout. Il y a un vrai débat. Après, voilà, on verra bien maintenant la suite. Alors, bon, le S&P 500, de toute façon, cherche. Le S&P 500 cherche de toute façon une raison de consolider. De toute façon,
dites-vous bien une chose, je vais reprendre ça dans la partie technique, mais le marché monte en ligne droite depuis octobre dernier, il n'a pas fait de pause. Dès lors que un tel momentum existe, il s'expose à une pause, à un retracement, à une correction. Et donc en fait, peu importe, il fallait une excuse pour prendre des bénéfices, pour créer ce que moi j'appelle déjà une vague 4. Nous sommes dans la 4 de la grande 3. La 2 a été un zigzag. Vous connaissez en vague Elliott le principe de l'alternance. Ce sera peut-être un flat, on verra bien, on va regarder Ishimoku, on va tout regarder. Mais voilà. Il cherchait donc une excuse. Donc il est pour l'instant dans cette excuse. Alors, l'autre chose importante, n'oubliez pas bien sûr, le marché action est-il hors de prix? Là aussi, tout le monde répond, la réponse la plus commune, bête et méchante. On peut regarder par exemple le price earning forward du S&P 500 sur le FAC 7, où effectivement on est remonté à 21, et nous sommes sur les plus hauts. On n'a jamais été aussi cher que en haut de la bulle de 2021 avec les taux zéro ou de la bulle Internet en 2001. Ok, très bien. Bon. Sauf que il y a S&P 500 et S&P 500. Ce ne sont pas toutes les valeurs du S&P 500. Et c'est même en fait, la cherté, elle est sur 10 valeurs, 10 ou 15 valeurs. Et toutes les autres, les 485 autres, sont pas chères. Il y a une distorsion ici. Il y a une distorsion. Donc, le marché action US est-il hors de prix? La réponse est oui, mais. Oui, si vous regardez les méga caps, les stars de la tech US, les stars de l'intelligence artificielle, non. Ou en tout cas, correctement valorisés si vous regardez les large caps. Et alors, les small et les mid caps sont archi pas chers. Encore une fois, on compare la valorisation actuelle par rapport aux moyennes depuis 5 ou 10 ans. Après, il y a plein de critères de valorisation. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et oui, et n'oubliez, et j'en profite aussi, donc si j'ai voulu faire un slide sur la valo, c'est parce que si vous avez à partir de cette semaine le début des résultats du premier trimestre, janvier, février, mars, et naturellement que, voilà, au-delà du sujet primaire, du pivot et du nombre de baisses d'auto par les banques centrales, la tendance haussière du S&P 500 depuis le mois d'octobre 2023 s'est construite sur les anticipations de bénéfices des entreprises toujours en hausse depuis 12 mois. Alors là, je vais vous montrer, vous allez sauter au plafond, pour ceux qui ont un plafond assez haut. Je vous montre les anticipations de bénéfices à horizon 2025. C'est stratosphérique. Alors, certains diront que c'est complètement faux, que c'est n'importe quoi, que les analystes financiers sont largement optimistes. Pourtant, voilà où se trouve fin 2024 et tout au long de l'année 2025, les anticipations de bénéfices, de nouveaux records, une explosion haussière. Comment cela est possible? Écoutez, si le marché anticipe une telle explosion des bénéfices, c'est parce qu'il parie tout sur la tech, il parie tout sur les communication services, sur la technologie de l'information, sur l'intelligence artificielle, sur la consommation discrétionnaire, et surtout, les analystes financiers mettent un billet sur le pivot des banques centrales, en pensant que ce pivot sera suffisamment rapide pour vite abaisser les coûts de financement et éviter de mettre sous pression des large caps qui, dans le courant de l'année 2025-2026, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, cette histoire de maturité. Nous savons actuellement que la plupart des large caps vivent encore sur des lignes de crédit du passé. Et nous savons aussi que le gros de la maturité, c'est-à-dire le crédit qui arrive à échéance, se fait sur 2025-2026. Donc, les anticipations 2025 font le pari que en 2025, avec le pivot qui aura eu lieu en 2024, les conditions de financement, même si elles ne seront pas celles de la période 2008-2020, seront quand même moins agressives que là, le refinancement à 5,50 de la Fed. Bon. Bien sûr, tout ça, ces anticipations changent tout le temps. Mais c'est donc justement parce qu'elles changent tout le temps que les résultats des entreprises de chaque trimestre sont scrutés. Alors, il faut bien garder à l'esprit que ces anticipations optimistes sont la seconde pierre d'angle de la tendance haussière des marchés, car en termes de valorisation, le S&P 500 est déjà très cher. Alors déjà, première chose, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous compare ici la valorisation en fonction de la taille des valeurs. Vous avez donc en violet la valorisation, donc c'est le price earning forward, d'accord, donc le prix du marché rapporté aux bénéfices anticipés pour les 12 prochains mois. Vous prenez les méga caps, les 8, oui là c'est hyper cher. Mais vous prenez les large caps, bon là tout de suite on a un PE forward qui est beaucoup moins élevé. Vous prenez les mid caps, c'est encore moins élevé. Vous prenez les small caps, c'est carrément bon marché. Donc au final, dans l'ensemble, vous retirez les méga caps, vous avez un marché action US qui n'est pas si cher que ça. Première observation. Mais
Jouons le jeu, restons sur le S&P 500. Et effectivement, lorsqu'on regarde la plupart des ratios de valorisation, eh bien, le marché peut paraître cher. Tout d'abord, je vous remontre ici le price to sales. Je l'aime beaucoup parce que, vous savez, un chiffre d'affaires, ça ment pas. Autant les bénéfices, on peut gruger, on peut faire de la manipulation comptable, on peut faire tout un tas de conneries. Et au final, on arrive à afficher un bénéfice. Autant le chiffre d'affaires, bah non, c'est la base du compte de résultat. Hein. C'est la base du compte de résultat. Tout simplement. Donc, le chiffre d'affaires ment pas. C'est pourquoi j'estime que le price to sales, ce ratio de valorisation qui compare le prix du marché au chiffre d'affaires, permet d'avoir une vraie vue, savoir si le marché est cher ou pas. Et effectivement, vous avez le price to sales ici depuis 10 ans, il est au-dessus de sa moyenne de 10 ans, au-dessus d'un écart type. Si je regarde le price to sales sur 20 ans, il est déjà largement au-dessus de plus un écart type par rapport à la moyenne. Bon, et sur 5 ans, on vient d'atteindre plus un écart type par rapport à la moyenne. Donc oui, de ce point de vue du rapport au chiffre d'affaires, il y a un marché qui est très cher. Maintenant, d'un point de vue du cap ratio ou du PE de Shiller, on compare le prix du marché aux bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation. On est au-dessus d'un écart type sur 10 ans là, par rapport à la moyenne, donc moins un écart type, la moyenne plus un écart type. À 5 ans, on approche de 1 écart type, et sur 20 ans, on est largement au-dessus maintenant de 1 écart type par rapport à la moyenne de 20 ans qu'elle a. Donc, moins 1 écart type, la moyenne est plus 1 écart type. Donc oui, le marché action US peut paraître cher en jouant le jeu comme ça. Donc dans tous les cas, c'est la saison des résultats trimestriels du T1 2024 commence cette semaine donc du 15 avril, et ça va monter en puissance. Ça va être très important à suivre, en particulier pour les secteurs pour lesquels le marché attend beaucoup de bonnes nouvelles. Et donc là, je vous montre les données qui viennent de FactSet, qui sont les anticipations de croissance des bénéfices pour le S&P 500 au premier trimestre. Pour le S&P 500, les anticipations sont donc positives. Et regardez les secteurs pour lesquels le marché attend beaucoup de croissance des bénéfices. Comme d'habitude, Information Technology et Communication Services, les stars de l'intelligence artificielle, vous les retrouvez ici et ici. Donc, dans l'ensemble, alors, vous avez quand même la consommation discrétionnaire, l'IMO et les utilities, mais c'est vrai que tout reste quand même largement focalisé sur ces deux secteurs. Et ça, ce sera vraiment très important à suivre. Et ça va commencer un peu plus tard, en avril. Alors, nous continuons cette présentation. Indice boursier européen vers un pivot précoce de la BCE, point technique et valorisation. Alors effectivement, lorsque nous comparons, ça fait partie aussi des éléments qui sont intéressants et que je vais vous remontrer tout de suite si je les retrouve. Voilà, le cap ratio par pays, et donc le cap ratio, c'est le PE de Shiller, c'est pareil. Vous avez un marché US qui est largement plus cher que les actions européennes, et largement plus cher que les actions chinoises. Et donc voilà, je suis moi plus à l'aise avec des indices européens, sachant que la BCE va pivoter avant la Fed. En plus, les indices européens sont moins chers que les indices US. Et donc, d'un point de vue technique, ils ont aussi une tendance haussière bien construite, même si eux aussi démarrent ce que j'appelle moi déjà là, la vague 4. Alors, on va faire un point technique sur les indices européens, et puis c'est après que je vais passer en revue les indices US. La Fed et la BCE ont engagé une campagne de resserrement monétaire en 2022. Très bien. La Fed a atteint 5,5, la BCE a atteint 4,50. D'ailleurs, le taux de la BCE à 4,50, la BCE nous a bien dit la semaine dernière que c'était son taux terminal et qu'a priori, elle est prête à pivoter. Donc, vous avez quand même deux gros exemples de pivot ici de la BCE. Et on va avoir quelque chose comme ça. Bon, et ensuite, nous aurons des baisses par palier. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, il n'y a plus d'inflation. Je vous en ai déjà parlé. Elle a été vaincue. Je vous renvoie vers mon Top Gun de la semaine dernière. Et lorsque vous avez le Joachim Nagel, qui est connu pour être un faucon de la BCE, qui lui-même admet que les conditions sont réunies pour un pivot en juin, on a envie d'y croire. Nous avons envie d'y croire. Alors, profitons-en justement pour faire un point technique sur les indices européens, la zone euro, et puis aussi un mot sur le S&P 500. Alors, écoutez, n'oubliez pas une chose, lorsque vous faites des indices européens, il faut d'abord regarder le benchmark, qui est le contrat futur Eurostoxx 50. Il avait donné un super signal haussier,
Alors moi maintenant j'ai un scénario de ce type, qu'on peut envisager sur le contrat futur Eurostock 50, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché fait son pullback et derrière développera davantage avec le pivot de la BCE en direction de ce record historique de 2000. Mais là, il est temps de marquer une pause, il est temps de prendre ses bénéfices. Vous avez d'ailleurs donc une structure idiotiste assez classique sur le S&P, sur l'Eurostock 50, une vague 1, une 2. Alors là, est-ce que nous sommes dans la 4 de la 3 ou la vraie 4? J'ai pas encore la réponse, mais vous pouvez vous laisser guider par les enseignements du système Ishimoku en données journalières, car vous aviez ici une belle vague 2 qui avait été indiquée par la rupture du nuage journalier, et on était passé en dessous, et donc là, le marché va arriver au contact du nuage, et la structure technique est la même, que vous regardiez le DAX, que vous regardiez le contrat futur CAC 40, ou que vous regardiez le contrat futur Eurostock 50, ça va se jouer là. Donc, deux hypothèses. La première, on rebondit à proximité du nuage, comme ce fut le cas ici en janvier, et on continue de construire la 3, et dans ces cas-là, c'était simplement la vague 4 de la 3. Deuxième hypothèse, on rebascule sous le nuage daily, et on y passe un certain temps, dans ce cas-là, ce serait qu'on serait déjà dans la grande 4. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que nous sommes que dans la 4 de la 3, et que ça, donc ça va tenir. Après, il y a un surachat à corriger, le RSI se dégonfle assez vite, voilà, donc c'est l'hypothèse que j'ai sur ces indices européens. Alors maintenant, pour le SMI, c'est enfin bougé. Rappelez-vous, le signal, je vous l'avais donné en expliquant que c'était le dépassement des 11 264, qui était l'ancien record avant la crise sanitaire, ici. Le marché a pumpé. Il s'est enfin bougé parce que vous avez, comment dire, le franc qui est entré en légère baisse, c'est ce rebond de l'euro CHF. Là, je vous renvoie vers l'émission Fast and Forex que j'ai fait sur le sujet. Maintenant, voilà, lui c'est pareil, il est en retracement. Dans le pire des cas, moi j'envisage donc un scénario de ce type-là, c'est-à-dire que le marché nous fait un mouvement de retour ici, un mouvement de retour en direction du pivot avant derrière de relancer. C'est vraiment le niveau majeur ici à surveiller sur le SMI. Parlons maintenant des indices US, S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000, un peu d'analyse technique. Alors revenons sur l'indice S&P 500 qui est l'indice de référence de la finance mondiale. Alors, la big picture que vous connaissez pour le long terme, le marché marque une pause parce que plusieurs mois consécutifs, c'est normal de marquer une pause et il existe la possibilité de faire le pullback sur les 4008 qui sont l'ancien record ici. Mais le bull market n'est pas terminé historiquement. Lorsque j'utilise mon approche prime momentum, nous savons que tous les bull markets du S&P 500 se terminent par des divergences baissières de momentum. Alors ici, j'ai l'indicateur technique RSI en zone de surachat. Là, par contre, voilà, on vient de taper la zone de surachat, on n'entre pas à l'intérieur, petite pause. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Avec cette inflation CPI sur chanvre, les résultats trimestriels qui arrivent, il fallait des raisons. Une bonne excuse pour prendre des profits. Et à un moment ou à un autre aussi, même sans raison, la haute finance peut avoir envie de prendre des profits pour sécuriser des gains. Donc, le scénario, c'est quoi? Nous sommes, je pense, alors dans le point de départ d'une vague 4, la 1, la 2, la 3, c'est très classique, hein, c'est le schéma fractal que vous connaissez tous, et nous allons donc démarrer une vague 4. Alors, il y a un principe en vague Elliott qui est un principe important, qui est celui de l'alternance. Et donc ici, nous avons eu un zigzag. Il y aurait donc davantage la probabilité que nous ayons un flat. Alors attention, est-ce vraiment la 4 ou la 4 de la 3? Voilà. Est-ce vraiment la 4, la vraie 4 ou la 4 de la 3? Si c'est la vraie 4, c'est que la 3 est terminée là. Bon, elle peut paraître un poil courte puisqu'on a une 1 égale 3. En général, c'est vrai qu'une 3 fait un peu mieux, mais c'est possible. J'ai pas encore la réponse, savoir si c'est une vraie 4. Dans ces cas, si c'est une vraie 4, ça peut carrément retracer à 5000 avant de repartir. Si c'est pas une vraie 4, ça s'arrêtera avant. Alors, la réponse, je pense qu'on peut l'avoir en regardant les bougies japonaises en données journalières et en réutilisant le Ishimoku, puisque regardez comme c'était super, la vraie 2 avait été indiquée par la cassure du nuage daily et on était passé en dessous, et on était reparti en vraie 3 en redépassant le nuage. C'est comme les indices européens. Soit c'est la 4 de la 3 et on va s'arrêter sur le nuage et repartir en tendance haussière, soit c'est une vraie 4 et on va traverser le nuage, passer un peu en dessous et repartir plus tard dans l'année. Donc ça c'est le débat. Maintenant d'un point de vue purement chartiste, certains aiment avoir ici une structure en épaule-tête-épaule.
qui est une figure de renversement. Dans tous les cas, voilà, il y a un pivot chartiste ici, et si le marché casse le support à 5068 points, effectivement, il se repliera en direction du nuage ici. Et ensuite, le débat, je viens de vous l'expliquer, entre la 4 de la 3 ou la vraie 4. Vous avez exactement la même interrogation, la même structure ici sur le Nasdaq, à savoir, s'agit-il d'une 4-2-3 ou d'une vraie 4 ? Vous avez quand même un écart important entre la MM50 et la MM200. Et de la même façon, le nuage journalier du système Ichimoku donnera la réponse. Là, vous aviez la 1, la vraie 2, la 3. Bon, voilà, c'est pareil. Le traversé, c'est une vraie 4. Rebondir dessus, c'est simplement une 4-2-3. Et donc, la 3 continuerait. C'est donc comme ça qu'il faut réagir. Pour le Russell 2000, les small caps, n'en attendez rien tant que les 2130 points ne sautent pas. Il y a quand même un biais bullish depuis qu'on est sorti par l'eau de cette énorme pattern. Il y a quand même, je dirais, un biais bullish au-dessus des 1950. Donc au-dessus de ça, il y a un biais bullish. Mais là, il y a cette énorme résistance horizontale à faire sauter pour envisager d'aller plus haut. Donc ça pourrait faire ça et repartir ensuite. Rappelez-vous que les small et mid cap sont pas chers comparés aux méga cap et comparés aux large cap. Comparé aux large cap. Alors bon, il faut que je vous dise un mot quand même des indices chinois et Nikkei. Les indices chinois sur lesquels je vous ai proposé un call en début d'année en vous expliquant qu'on était sur support, que c'était survendu, que vous aviez la politique de soutien monétaire, la politique budgétaire de soutien en Chine et qu'en plus de ça, ces indices chinois sont largement moins chers. Ces indices chinois sont largement moins chers selon le price Shiller que les actions américaines et que les actions européennes. Il y avait donc ici un certain nombre d'arguments en leur faveur. Qu'en est-il ? Eh bien, écoutez, qu'en est-il ? Eh bien, eux aussi construisent leur phase de reprise. Donc, vous avez tout d'abord l'indice de Shanghai qui nous a fait cette structure de reprise en V. Et pour moi, on est repassé bullish depuis la réintégration des 2063 points. Première jambe de hausse, on la retrace. Une structure sûrement en ABC qui sera assez classique. Vous avez un superbe avalement haussier ici en données mensuelles, terminologie japonaise, et donc en journalier, avec le rebasculement du prix au-dessus du nuage, je vois bien un scénario comme ça de pause latérale et de se remobiliser à la hausse dans cette zone support des 2980, 3000 points, avant donc de continuer la tendance haussière. C'est la même approche sur Shenzhen, c'est la même approche sur Hong Kong, donc j'y crois encore vraiment dans ce potentiel de rattrapage des indices boursiers chinois vis-à-vis des indices US notamment. Alors maintenant le Nikkei, moi je maintiens sur le Nikkei quand même un scénario d'alerte, même si effectivement le yen ne rebondit pas, c'est moins qu'on puisse dire, mais voilà, là, si vous voulez, en fait le problème du Nikkei déjà c'est qu'il a atteint sa cible. Il est revenu au point de départ de l'éclatement de la bulle spéculative. Alors, je vous rappelle que la Banque centrale du Japon a abandonné les taux négatifs, elle vient de pivoter, mais on ne sait pas si elle va enchaîner sur plusieurs hausses de taux. Le yen reste faible, mais moi je pense que, je vous en ai parlé dans le Fast and Forex, la Banque centrale du Japon et les autorités japonaises menacent d'intervenir à tout moment pour soutenir le yen. Ça finira par déclencher une vague de prise de profit. Donc moi je reste mal à l'aise par rapport à ça. Et regardez, il est là, l'ancien record historique est là. 38 950. Donc c'est vrai que tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. On est soutenu par le nuage. Mais voilà, ici certains voient un point d'achat, moi je ne suis pas à l'aise. Et en tout cas, le jour où on casse ce niveau et qu'on rentre dans le nuage, là ça va vraiment dropper. Donc voilà, j'ai moi beaucoup plus de conviction pour une stratégie moyen-long terme où on se projette à Noël prochain. Beaucoup plus de conviction de mettre un billet sur les indices chinois, de mettre un billet sur le secteur de la tech chinois, que de mettre maintenant un billet sur les actions japonaises. J'aurais même tendance, moi, à vouloir shorter l'USD yen, même si mon seuil a été invalidé. Je pense qu'on est largement en excès haussier. Et on fera les comptes à Noël, mes amis. On fera les comptes à Noël. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette série non Netflix vous plaît toujours. Merci encore une fois pour votre soutien, merci à ceux qui s'abonnent, merci aussi aux autres, en tout cas à tous ceux qui mettent un like et même à ceux qui n'en mettent pas. Et passez une bonne semaine, salut.